Merci d'être avec nous sur BFM TV. À la une du journal à 14 h. De nouvelles violences ont eu lieu hier soir, cette fois à Rilieu-la-Pape, près de Lyon. 13 véhicules ont été incendiés, 6 personnes interpellées. Comment analyser ce phénomène? Nous en parlerons dans un instant en plateau avec nos invités. Le Premier ministre veut mettre un coup d'accélérateur à la vaccination. En déplacement dans l'Essonne cet après-midi, il visite 2 centres de vaccination du département. Illustration d'une vaste campagne menée en Ile-de-France tout ce week-end. Il faut mettre le paquet sur la vaccination en mars et avril pour éviter de reconfiner. Les mots de Jean Castex en marge d'un déplacement sur l'agriculture ce matin dans la Creuse. Le Premier ministre a prévenu que les prochaines semaines seraient très sensibles. Les précisions à suivre avec Anne-Sora Dubois. Et c'est donc le premier week-end de confinement qui a commencé ce samedi pour le Pas-de-Calais, qui connaît une flambée de l'épidémie et de cas de variants britanniques depuis 2 semaines. C'est donc le retour de l'attestation dérogatoire, mais aussi de l'obligation de porter le masque dans tout le département. 3 nouveaux centres de vaccination ouvrent également ce week-end. À la une, donc, ces tensions qui se répètent dans certains quartiers depuis une semaine maintenant. Après Beauvais ou le quartier de La Duchère, c'est à Rilieu-la-Pape, près de Lyon, que des affrontements ont eu lieu entre jeunes et forces de l'ordre. 13 véhicules ont été incendiés, 6 personnes interpellées. Les précisions sur place de Thomas Herman. Les violences ont commencé hier soir à 19h15. Une quarantaine d'individus sont arrivés sur la voie publique, sur une grande avenue de cette commune de Rilieu-la-Pape. Ils s'en sont pris au mobilier urbain, notamment aux vitres d'abribus, aux pots de fleurs qui ont été renversés sur la chaussée. 13 véhicules ont été incendiés. Il s'est engagé une course-poursuite entre ces personnes et les forces de l'ordre déployées sur place. Tout est rentré dans l'ordre à partir de 21h, notamment avec l'aide de l'intervention de la police nationale qui a dispersé ces personnes qui commettaient ces violences dans le quartier de Rilieu-la-Pape. Le maire ainsi que le préfet délégué à la sécurité qui se sont rendus sur place pour rencontrer les effectifs de police et les agents municipaux qui remettaient en ordre l'ensemble du mobilier urbain qui avait été dégradé dans la commune. On discute avec des habitants de quartier depuis hier soir qui nous racontent que leur vie quotidienne pour certains d'entre eux s'est dégradée au fur et à mesure des années, qu'il y a moins de services publics, mais également une distance entre la jeunesse et les élus de la commune ou la police de proximité dans le quartier. Mais le maire, lui, se défend de mettre davantage de services publics dans sa commune depuis qu'il est élu à Rilieu-la-Pape, mais également proposer des activités aux jeunes avec de la vie associative qui s'installe dans les quartiers, mais également l'investissement de 15 millions d'euros dans une école qui a été inaugurée la semaine dernière, ainsi qu'une médiathèque qui va l'être dans 2 semaines. Mais tous ces habitants, visiblement, ne partagent pas ce même constat. Bilan des événements d'hier soir, les forces de l'ordre nous font savoir qu'il y a eu 6 interpellations. Voilà pour le constat de ce qui s'est passé à Rilieu-la-Pape hier soir. Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV. Est-ce que ce phénomène de violence urbaine, il risque de se renouveler? Comment on l'explique d'ailleurs? Fanny, la question maintenant, c'est comment en sortir. Effectivement, il risque de se renouveler. Il risque de se renouveler parce qu'il y a un phénomène qu'on connaît tous de mimétisme. C'est ce qu'il s'était passé en 2005 lors des violences à Villiers-le-Bel, qui était la conséquence d'un accident d'une moto conduite par 2 jeunes qui avaient percuté une voiture de police, et toutes les banlieues se sont enflammées. Voilà, maintenant il faut en sortir parce que ce qu'il s'est passé à Rilieu-la-Pape est la résonance de ce qui s'est passé à la cité de la Duchère, c'est la résonance de ce qui s'est passé à Herblay. Et il y a une espèce de tentation de ces jeunes. Les beaux jours reviennent, il fait bon, on se retrouve en fin d'après-midi. Avant-hier, donc ça s'est passé à 17h. Hier, pardon, ça s'est passé vers 19h, 19h15. Voilà. On met le feu à quelques voitures, on fait venir la police, on fait venir les pompiers, on caillasse les pompiers, on fait venir la police. Et c'est une espèce de match qui s'engage, de combat. Alors, il y a la résonance autour de cela qui fait que dans d'autres villes, des jeunes sont tentés de faire la même chose parce que les journalistes viennent, parce que les hommes politiques se déplacent, parce que c'est une espèce de compétition au même titre que cette période de Noël où des voitures brûlaient et où Strasbourg avait le triste record du nombre de voitures brûlées chaque année. Il a fallu que les autorités disent un jour: on arrête de comptabiliser le nombre de voitures qui brûlent. Et effectivement, ça s'est calmé. Donc peut-être est-ce que nous, journalistes, on en parle beaucoup, peut-être un peu trop, au regard de l'importance de certains événements. Peut-être que les politiques en font trop aussi en allant sur place, en se déplaçant en délégation. Je vous rappelle qu'hier, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur était à Herblay. Oui, c'est important d'en prendre conscience et de dire on ne laissera pas faire. À Beauvais. À Beauvais, pardon. À Beauvais. Et c'est important de dire on en a conscience
et on ne laissera pas faire. Mais c'est important aussi de garder de la distance par rapport à ces événements. Merci Dominique. Nous sommes en direct avec Anissa Keder. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche du Rhône. Tout d'abord, est-ce que vous savez, vous, si ces violences qui ont eu lieu donc, hier du côté de Rieux-la-Pape, près de Lyon, ont un rapport avec ce qui s'est passé dans le quartier de La Duchère à Lyon la veille? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je condamne avec fermeté les violences subies hier par les habitants à Rieux-la-Pape. J'apporte toute ma solidarité et mon soutien aux riards de Riard et en particulier dont les habitants dont les voitures ont été incendiées. J'apporte également mon soutien aux forces de l'ordre et aux sapeurs-pompiers qui ont été mobilisés hier. Alors, il est difficile d'établir un lien entre les événements de La Duchère et ceux qui se sont déroulés hier à Rieux-la-Pape. Je peux juste vous préciser que dernièrement, il y a eu des opérations par la police, des opérations anti-stup. Et est-ce que les événements d'hier soir sont liés à ces opérations anti-stup, Est-ce qu'elles sont liées par un phénomène de mimétisme à La Duchère? À cet instant, il est difficile de vous y répondre. Alors, Emmanuel Macron avait annoncé un renforcement de 100 000 forces de l'ordre, 10 000 forces de l'ordre et de sécurité supplémentaires pendant son quinquennat. Certaines réponses ont été apportées. Le quartier, la commune de Rieux-la-Pape a même été placée en quartier prioritaire de reconquête républicaine. Est-ce que, malgré tout, vous avez l'impression que ça ne suffit pas ? Alors, plusieurs choses. Je voudrais peut-être, j'insiste sur ça, ce matin le calme est revenu à Rieux-la-Pape et j'en appelle à l'apaisement. Et alors, Rieux-la-Pape, parce que moi je suis députée de Vaux-en-Velin aussi, Bron et donc Rieux-la-Pape. Et donc deux communes, Vaux-en-Velin et Rieux-la-Pape, viennent effectivement d'être éligibles au dispositif Reconquête républicaine qui permet entre autres d'avoir des effectifs de police nationale en plus. Il faut effectivement, et moi je le vois sur le terrain, il faut une réponse sécuritaire, répressive, judiciaire. Mais moi je suis issue de ces quartiers et je rencontre les acteurs associatifs de ces territoires, mais aussi les habitants. Il y a il y a un travail avec les associations, avec les habitants, un travail sur le volet éducatif, l'éducation. Je pense à ce qui a été déployé sur le dispositif Cité éducatif, dédoubler les classes. Mais il y a aussi un travail à faire sur le logement. Et Rieux-la-Pape bénéficie d'un renouvellement urbain. Vous parliez tout à l'heure, votre journaliste parlait des images et du travail des journalistes. Peut-être, alors je cite vos journalistes, hein, on est peut-être trop sur le terrain à montrer ces images. Je suis d'accord avec vous, il faut montrer ces images, il faut condamner avec la plus grande fermeté ces événements, mais je vous invite, et c'est vraiment, j'insiste sur ça, je vous invite, vous, journalistes, à rester sur ces quartiers, mais montrer d'autres images. Il y a dans ces quartiers des habitants, parce que les événements de Rieux, mais aussi à La Duchère et dans d'autres quartiers de mon territoire, elles sont d'une minorité de jeunes. Et la plupart des habitants de ces quartiers aspirent à vivre tranquillement, sereinement, et ils sont dans le respect de la loi de la République. Et venez nous voir dans nos quartiers, il y a des belles choses, des belles initiatives, des belles associations qui travaillent sur le terrain. Merci beaucoup Anissa Keder d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Donc pour revenir sur ces événements des derniers jours et notamment hier à Rieux-la-Pape. On parle également bien sûr ce samedi du Covid, cette vaccination à grande échelle tout le week-end. Le gouvernement qui veut accélérer la cadence. Jean Castex est sur le terrain ce samedi. Il sera dans l'après-midi aux côtés d'Olivier Véran dans un centre de vaccination éphémère à Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Et ce matin, le Premier ministre était dans la Creuse pour parler agriculture et Covid. Voilà ce qu'a dit Jean Castex. On a un mois et demi, 2 mois, très sensible. Ce variant risque de nous reconduire, je n'en sais rien, peut-être à reconfiner. Il dit aussi il faut mettre le paquet sur la vaccination en mars et avril. Anne-Sora Dubois est avec nous du service politique de BFM TV. Anne, opération de grande ampleur du côté du gouvernement parce qu'il faut doubler les cadences pour parvenir aux objectifs, c'est ça? C'est exactement ça. En fait, on vaccine autant qu'on communique en ce moment côté gouvernement. Et effectivement, les objectifs sont particulièrement élevés. C'est le gouvernement lui-même qui les a fixés. Selon la personnalité du gouvernement qu'on écoute, c'est 10 millions de personnes avant la fin du mois d'avril.
et en allant un petit peu plus loin, la totalité de la population adulte d'ici cet été. Pour ça, effectivement, il faut doubler les cadences par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que jusque-là, on oscille entre 80 000 et 100 000 personnes vaccinées par jour. Il va falloir monter à 250, au moins 200 000. Alors hier, on a battu un record, c'était 250 000. D'ailleurs, le ministre de la Santé s'en est félicité. Il pourra s'en féliciter tous les jours, parce que si effectivement on veut arriver à cet objectif-là, il va falloir vacciner au minimum 200 000 personnes par jour. Pour ça, on a mis le paquet sur les forces en présence. Il va y avoir notamment, à partir de ce week-end, tous les pompiers qui rejoignent le contingent des personnes qui accompagnent cette vaccination. Il va y avoir aussi dans les jours qui viennent les pharmaciens, les médecins de ville. Ça fait des mois qu'ils demandent à être associés à cette campagne de vaccination. Ils ont enfin obtenu gain de cause. Il faut rajouter aussi qu'au-delà de ça, il y a aussi la question des une petite musculation de communication du côté des laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est vraiment à noter. Du côté du gouvernement, on est en train de hausser le ton aussi vis-à-vis d'AstraZeneca, qui n'a pas honoré toutes les commandes et les contrats qui avaient été passés entre ce labo et le gouvernement. Le gouvernement, clairement, a décidé de suivre la ligne qui a été fixée par le président de la République il y a quelques jours. C'était tant qu'il y a des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas. Mais tant que les vaccins ne vont pas des frigos au bras des Français, eh bien, le virus ne part pas. Donc, subtil équilibre, 200 000 personnes vaccinées par jour au moins. Merci Anne. Illustration de cet effort particulier ce week-end avec ces 4 hôpitaux militaires qui vont vacciner près d'1 millier de personnes en Ile-de-France. La plupart des centres resteront ouverts tout le week-end et 50 000 doses seront injectées jusqu'à demain soir. Illustration du côté de Saint-Denis où des centaines de personnes ont été vaccinées depuis ce matin. C'est le premier rendez-vous que je réussis à avoir. Pourtant j'ai 90 ans, vous voyez. Donc, il n'y avait pas de place, c'était complet. Oui, ça a été très difficile. Très très compliqué. Il n'y avait plus de place. Ça me rassure. Ça va mieux ? Ah, là, tout d'un coup, je me sens mieux. Le gouvernement entend vacciner au moins 10 millions de personnes en première injection d'ici mi-avril. Et dès ce week-end, c'est donc mobilisation générale. Ce qu'il faut connaître avec Jérémy Père, c'est une grosse opération qui a lieu ce week-end, Jérémy. Oui, et notamment à Paris avec près de 11 000 doses. Vous allez voir l'écran qui apparaît. 11 000 doses supplémentaires livrées à Paris ce week-end. En Ile-de-France, c'est un peu plus de 51 000 doses, a expliqué le préfet de région ce matin. 105 centres de vaccination sont rouverts, auxquels il faut ajouter 13 centres de vaccins supplémentaires. L'objectif, c'est 50 000 personnes vaccinées. En plus, a expliqué Didier Lallement, le préfet de police. Mais attention, la vaccination ce week-end ne se fait que sur rendez-vous. Il faut avoir pris rendez-vous sur une des plateformes comme Doctolib par exemple. Jérémy, d'ailleurs, qui peut se faire vacciner ? Eh bien écoutez, au mois de mars, ici en mars 2021, il y a d'abord les personnes qui souffrent de handicap, les personnes majeures qui peuvent se faire vacciner en situation de handicap. Et puis ensuite, il y a 2 catégories de personnes, les personnes majeures atteintes de pathologies dites à risque. C'est des personnes qui souffrent de trisomie 21, qui doivent faire des dialyses, qui ont certains cancers, et ça donc c'est à partir de 18 ans. Et ensuite, les personnes majeures avec comorbidité, c'est-à-dire à part les personnes qui ont plus de 50 ans et qui souffrent de diabète, de cancer ou d'obésité. Enfin, les personnes âgées de plus de 75 ans sans problème de santé, elles peuvent se faire vacciner. Et puis vous l'aurez compris, les personnes qui ne font pas partie de ces catégories, tout le reste de la population n'a pour l'instant pas accès au vaccin. Merci beaucoup Jérémy pour toutes ces précisions. Alors on l'a compris, les ministres et autorités occupent le terrain ce week-end. Vous parliez à l'instant, Jérémy, du préfet de Paris, Didier Lallement. Il était sur le terrain ce matin aux côtés du directeur général de l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France, Aurélien Rousseau, dans la caserne Masséna, transformée en centre de vaccination. Aurélien Rousseau qui évoque cette accélération de la vaccination. Écoutez. Cette opération de ce week-end, elle s'inscrit dans une accélération de la vaccination qu'on avait déjà engagée. Le week-end dernier, c'est 80 000 doses de plus qui ont été dégagées pour le mois de mars. L'épidémie est très puissante en ce moment et les conséquences sur l'hôpital se font sentir. Donc oui, à la fin du week-end, on aura vacciné en Pfizer 50 000 personnes de plus. On aura, je pense, vacciner beaucoup plus de soignants parce que simultanément des opérations de vaccination dans les hôpitaux pour les soignants et les malades sont en cours et s'accélèrent elles aussi. Mais ça ne suffira pas et il faut qu'on se projette tous dans le fait qu'on a chacun une part dans la réponse. Ça fait 1 an qu'on le sait, mais on doit encore tenir. L'accélération de la vaccination en Ile-de-France, on en parle avec notre invité Imad Kanso. Bonjour, vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart dans les Hauts-de-Seine. C'est une bonne nouvelle cette accélération de la vaccination ou est-ce que c'est juste un coup de com' selon vous ?
Bonjour. Non, c'est une très très bonne nouvelle. On l'attend depuis le début, mais nous avons eu quand même tous ces problèmes d'approvisionnement de vaccins, de par le fait que l'Europe n'a pas pu effectivement acheter des grosses quantités, et par rapport au fait que les laboratoires n'ont pas honoré toutes les doses qu'on attendait. Donc on sait bien que tout ça part de l'Europe et qu'il y a une distribution de doses au prorata de la population de chaque pays. Nous commençons à avoir des doses, on s'est bien organisé déjà, même s'il y a des problèmes à certains niveaux et dans certaines régions, mais c'est une très très bonne chose. Je tiens à remarquer que déjà dans d'autres pays, cette situation de vaccination massive donne des résultats étonnants, des résultats surprenants, parce que la population, la mortalité commence à diminuer, les hospitalisations et la pression des hôpitaux commencent à diminuer, mais nettement. Donc c'est indéniable. Et en plus de ça, c'est une course contre la montre parce que nous devons faire barrière à des éventuelles nouvelles mutations. Donc je fais appel à la population, à tous mes confrères, à tout le personnel médical et non médical d'aller se faire vacciner parce que nous devons faire barrage à des mutations nouvelles et donc à des nouvelles épidémies sur notre pandémie actuelle. On parle aussi des objectifs du gouvernement. 20 millions de personnes qui auront reçu une première dose d'ici mi-mai, 30 millions d'ici l'été. Ce sont les objectifs du gouvernement qui paraissent assez élevés. Est-ce que c'est réalisable selon vous ? Alors, ce n'est réalisable que si les laboratoires ne nous font pas faux bond. Donc, il faut que les laboratoires prévoient une production suffisante pour qu'on puisse adapter et pouvoir honorer ces quantités-là, ces vaccinations. Donc, c'est indéniable. D'un autre côté, on a déjà fait, différents pays ont déjà développé des stratégies à rallonger, réduire le nombre de doses pour les personnes qui avaient déjà eu la Covid. Donc, on a eu le maximum de choses pour pouvoir faire des économies de doses. Là, il faut que les laboratoires honorent leurs engagements pour qu'on puisse tenir, et tous les pays d'ailleurs, il n'y a pas que la France dans cette histoire. Alors, docteur Canso, restez avec nous dans un instant. On reviendra sur cette pression sur les épaules des soignants qui a été mise par Olivier Véran et Jean Castex. Ils doivent se faire, ces soignants, vacciner pour sortir de la crise. Hier, le ministre de la Santé leur a adressé une lettre via Twitter pour les convaincre. Et de son côté, l'Ordre des médecins estime que cette vaccination est une exigence éthique. Qu'en pensent les soignants? Élément de réponse avec Anthony Lebos et Sarah Durand. Johnny, un soignant, avait des doutes, il le concède. Le vaccin d'AstraZeneca ne lui semblait pas très efficace. Parce que les études étaient un peu... Il y avait des différences entre les chiffres, entre l'efficacité entre Pfizer et AstraZeneca. Depuis, il a franchi le pas. Il a reçu sa première injection il y a 2 semaines. J'ai eu un peu de fièvre, un syndrome grippal. C'est 24 heures et ça s'est bien passé. Actuellement, moi, je suis convaincu que l'AstraZeneca est bien efficace. Mais des doutes persistent parmi les professionnels de santé. Ariel veut convaincre ses collègues réticents. Bon alors, j'espère que tu vas te faire vacciner, moi je te le dis. Hein. Elle a déjà reçu ses 2 injections, sans hésiter. C'est important de se faire vacciner, surtout qu'on a l'opportunité, surtout pour se protéger soi, mais également pour protéger les patients. Je pense que c'est mieux de convaincre que d'imposer. Ça passe toujours mieux. Seul un tiers des soignants en ville et à l'hôpital sont pour l'instant vaccinés. Insuffisant pour le gouvernement qui réfléchit à imposer la vaccination au personnel de santé. Mais cette solution serait contre-productive pour ce syndicat d'infirmiers. On a très bien compris la manœuvre politique. Le gouvernement fait un peu n'importe quoi sur la vaccination et sur la gestion de l'épidémie. Donc on met un coup de pression sur les soignants qui servent un peu de bouc émissaire. Il suffit de nous permettre de nous vacciner avec le Pfizer et il n'y aura aucun souci, les soignants seront vaccinés. Le coronavirus est d'ailleurs devenu la première maladie nosocomiale de France, c'est-à-dire contractée dans un établissement de santé. Donc il y a effectivement urgence à faire quelque chose à ce niveau-là. Et je pense que quand on est soignant, il faut faire fi en fait de revendications ou de postures politiques et s'inscrire dans une démarche de santé publique. Ce syndicat juge ainsi indispensable que le vaccin contre le coronavirus devienne obligatoire pour les soignants, comme celui contre l'hépatite B. Imad Canso est toujours avec nous. Vous êtes vacciné, vous, je crois, hein, docteur. Oui, depuis un moment. Depuis un moment. Par le Pfizer avec le Pfizer. Par le Pfizer, parce que c'était le premier que nous avons utilisé pour les soignants, justement. Alors pourquoi les soignants sont-ils divisés sur la vaccination? Est-ce que vous comprenez que le gouvernement les incite à se faire vacciner?
Je comprends très bien. Et alors après, on peut attendre un tout petit peu pour éviter justement de faire une pression et d'obliger les gens. Les gens vont finir par comprendre. On commence à le voir. Le fait d'avoir ouvert un petit peu une plage horaire pour les aidants, les proches des soignants, etc., ça a augmenté un petit peu, ça a boosté l'envie de le faire. Et je pense que ça va venir. Mais en fait, c'était une crainte. Nous avons commis des erreurs. Nous soignons parfois, quand on parlait à la télé, de dire qu'il y avait des effets secondaires, qu'il y avait moins d'efficacité. Tout ça, ça a été effectivement mis de côté. Pourquoi? Pour deux raisons. Des études cliniques bien puissantes ont permis de démontrer que ce vaccin était très efficace. Et en plus, on a démontré aussi, on l'a vu dans la pratique courante, que c'est certaines personnes jeunes, notamment, qui ont un peu de fièvre, comme d'autres vaccins d'ailleurs. Il y a d'autres vaccins qui donnent les mêmes effets secondaires, un peu de céphalée, et que, en effet, comme l'a préconisé la Haute Autorité de Santé, l'HAS, eh bien, donner un peu de Doliprane, ça suffit largement pour pallier ce problème. Donc, je pense qu'il faut rassurer les gens. C'est un vaccin très efficace. C'est un vaccin, d'ailleurs, le premier qui aurait pu être mis en place dès le début. Tout le monde, les anti-vaccins préféraient celui-là au vaccin ARN messager parce qu'on ne les connaissait pas. Maintenant qu'il est là, maintenant qu'on sait qu'il est quand même efficace, ça vaut la peine d'y aller. Donc, laissons un petit peu le temps aux gens de digérer. Mais je pense que le mouvement va se faire et les gens vont finir par accepter et contribuer à la protection individuelle et collective. Merci Matt Canso d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM TV. Aujourd'hui, je le rappelle, vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Les habitants du Pas-de-Calais, eux, ont retrouvé depuis ce matin 6h l'attestation dérogatoire obligatoire pour se déplacer. C'est le premier week-end, en effet, de confinement dans le département. Angie Loata, vous êtes à Blériot-Plage. Comment se passe ce premier jour de confinement ? Alors c'est assez divisé, On a la plupart des gens qui ce matin ont pu profiter d'un instant de vie sur le marché, notamment en remplissant l'attestation avec marqué dessus évidemment l'achat de première nécessité. Mais regardez maintenant, la plupart des rues ici sont vides et on va pousser la porte du gîte La Dolce Vita qui est tenue par Caroline Lemaire. Caroline, vous êtes ici totalement seule pour l'ensemble du week-end. On regardait le carnet de réservation ensemble. Voilà, je n'ai absolument pas de réservation ce week-end. Vous avez vu le temps, il fait un temps magnifique et je suis désespérée. Totalement désespérée et avec un sentiment d'injustice, vous me disiez. Pourquoi ? Totalement, parce que là, il y a un seul département en France qui est en confinement pendant 4 week-ends, et c'est le nôtre, le Pas-de-Calais. Je pense, alors j'ai beaucoup de gens de mon entourage qui travaillent dans le milieu hospitalier. On vit une situation très très compliquée, certes, mais je pense qu'il y avait la possibilité d'envoyer les personnes en réanimation pour éviter que ce soit... Oui, votre solution, quand vous dites envoyer les personnes dans d'autres départements, vous vouliez des transferts plutôt qu'un confinement. Mais bien sûr, il y avait, je pense, d'autres possibilités avant de prendre la décision de confiner les 4 week-ends. C'est pas possible. Moi, normalement, j'ai des personnes de la région lilloise qui sont en télétravail depuis des mois, depuis 7 mois, dans des appartements, etc. et qui venaient le week-end pour marcher en respectant toutes les règles. Effectivement, on a pu le vérifier. Merci beaucoup, Caroline, qui va donc rester seule dans ce jardin ce week-end. La plupart des gens que l'on a croisés à Calais avaient leur attestation et les patrouilles de police que nous avons croisées également nous ont expliqué qu'il n'y avait pas eu énormément de verbalisation sur l'ensemble de la matinée. Merci beaucoup Angie Loata, donc à Blériot-Plage dans le Pas-de-Calais avec François Luce. L'actualité à l'étranger à présent, le pape François a entamé hier une visite de 3 jours en Irak, un déplacement historique dans un pays ravagé par la guerre et a eu lieu à Nadjaf, l'une des rencontres les plus importantes de l'histoire. Le souverain pontife a rencontré le grand ayatollah Ali Sistani. C'est la haute autorité pour la majorité des 200 millions de chiites du monde, une personnalité extrêmement importante. Tous deux se sont engagés pour la paix. Dans l'actualité de ce week-end également, la solidarité depuis hier et jusqu'à demain soir, c'est en effet le retour de la collecte nationale des Restos du Cœur. Une collecte particulièrement importante cette année, car la dernière campagne avait montré une hausse de 10% des bénéficiaires à cause du Covid. Reportage de Justine Agar et Émeric Dantreuil dans un supermarché du 12e arrondissement de Paris. Bonjour, on fait une collecte nationale pour les Restaurants du Cœur. Entre les caddies, les cartons et les sacs qui s'empilent, les bénévoles en gilet rose n'arrêtent pas depuis ce matin. Il y en a pas mal, franchement, et là, ils donnent encore et on n'est que
que le matin et ça continue toute la journée. Donc il y aura beaucoup de dons, je pense. Pour Noémie, étudiante de 18 ans et bénévole, ces dons ne sont vraiment pas de trop. Il y a besoin de solidarité en ce moment et tout le temps, mais en ce moment encore plus parce que c'est encore plus difficile pour tout le monde. Donc je suis très contente de voir que les gens donnent avec plaisir. Des boîtes de conserve, des paquets de pâtes ou encore du savon, Annie Warda donne tous les ans au Resto du Cœur et encore plus cette année. Il faut s'entraider en ce moment, c'est tellement dur pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour tout le monde. Et vraiment, je soutiens les petits jeunes, les étudiants qui n'y arrivent pas et que je les vois en train de fouiller dans les poubelles. C'est horrible ce qui nous arrive en ce moment. Les jeunes qui sont bien plus nombreux à se tourner vers les Restos du Cœur, comme l'explique Patrice Douret, le président. Cette année, on a vu effectivement plus que d'habitude, beaucoup de jeunes, 50% des personnes accueillies sont des moins de 25 ans. Ça, c'est révoltant, c'est quelque chose qui nous inquiète. Il ne s'agit pas demain d'avoir leurs enfants dans nos centres d'activité. Objectif du week-end, récolter assez de dons pour tenir tout l'été. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. Le trafic, c'est le retour de la dernière zone aujourd'hui, la zone B, et sévère, vous le voyez, dans le sens des départs et des retours. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 14h24, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur cette grande opération de vaccination tout le week-end. Le gouvernement accélère. Jean Castex promet de mettre le paquet pour éviter le reconfinement. Le Premier ministre est attendu dans un centre de vaccination de l'Essonne aux côtés du ministre de la Santé. A tout de suite. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. L'imposant mâle s'approche de la femelle pour s'accoupler. Allez, tiens le coup! Tu sais, les parents comptent sur toi pour vite changer de chaîne. Avec ça, tu vas pouvoir tenir jusqu'à la prochaine alerte. Grand-mère, c'est aussi faire un bon café en dosette souple. Dimanche 7 mars, souhaitons une bonne fête à nos grands-mères. Vendezvotrevoiture.fr. Vendre une voiture, c'est possible depuis chez vous et en toute sécurité. Entrez simplement les informations de votre voiture en ligne et recevez directement le prix de vente final. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Pour moi, il n'y a pas mieux pour vendre sa voiture. Allez sur www.vendezvotrevoiture.fr. Je prenais une assurance pour mon nouvel appart quand un virus a attaqué tout Internet. Mais en 2 minutes, je déjoue l'attaque. Et là, qui m'appelle? Le FBI. Quand on est bien assuré, on n'a pas grand-chose à raconter. Chez Direct Assurance, votre logement est assuré dès le lendemain. Les idées vivent en nous. Elles nous transportent. Elles se nourrissent de notre imagination. Puis, elles doivent être partagées pour améliorer le monde, le rendre plus incroyable. Ce sont ces idées qui construisent le futur. Nouvelle Audi RS e-tron GT, 100% électrique. Le futur nous anime. Audi. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. Je vous emmène flâner sur les quais de Seine pour commencer avec ce temps. On ne peut plus ensoleillé à Paris ces jours-ci. Beaucoup de bleu, c'est vrai, mais oui, le froid est là. Comptez pas plus de 9 degrés pour ce samedi après-midi, avec une qualité de l'air d'ailleurs qui commence à se dégrader. Elle sera nettement moins bonne pour cette journée de dimanche sous les anticyclones. Vous le savez, les particules fines ont parfois du mal à se dissiper. L'anticyclone est ici, il est anglais, il nous protège très largement, en tout cas sur une bonne moitié nord du pays. Plus au sud, c'est plus perturbé, c'est un peu plus doux dans le même temps. Vous voyez, cette masse d'air
Très contrasté ces jours-ci entre le nord et le sud du pays, d'où ces températures largement négatives le matin pour ce dimanche. Moins 5 degrés à Reims. En campagne, on pourrait facilement aller jusqu'à moins 7, moins 8 degrés. Vous aurez moins 1 à Paris pour débuter la journée, mais dans le même temps, jusqu'à 9 degrés à Perpignan. 14 degrés d'écart entre le Roussillon et la Champagne. Niveau ciel, toujours ce même découpage avec ces remontées nuageuses, parfois pluvieuses, des Pyrénées au Massif central jusqu'au Jura. Ce sera même de la neige à partir de 1300-1500 mètres pour cette journée, donc sur les reliefs du Jura, des Alpes du Nord et en direction du Massif central. Ce sera un peu plus ensoleillé en Provence. Les pluies pourront être soutenues en pleine Languedocienne. Elles seront même orageuses dans l'après-midi sur ce secteur. Sinon, il faudra aller donc au nord de la Loire pour trouver ce soleil très présent tout au long de la journée, avec des températures encore en dessous des moyennes dans l'après-midi. Vous aurez 7 à Lille, il fera 9 à Paris, une douzaine de degrés de Bordeaux jusqu'à Lyon et vous compterez jusqu'à 17 degrés pour Ajaccio. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. À la une de l'actualité à 14h30, il veut mettre le paquet sur la vaccination. Jean Castex est en déplacement en Essonne cet après-midi dans un centre de vaccination. Il rejoint le ministre de la Santé, Olivier Véran, dans cette accélération de la campagne en Ile-de-France ce week-end. Mettre le paquet effectivement sur la vaccination en mars et avril pour éviter de reconfiner, les mots de Jean Castex en marge d'un déplacement sur l'agriculture ce matin. Dans la Creuse, le Premier ministre a prévenu que les prochaines semaines seraient très sensibles. On va en parler dans un instant en plateau avec Anne-Sora Dubois. Violence à Rieux-la-Pape, près de Lyon, hier soir. Une trentaine d'individus ont dégradé du mobilier urbain et incendié des véhicules. Alors pour quelles raisons? Reportage à suivre dans ce quartier de reconquête républicaine du Rhône. Un record de près de 250 000 vaccinations a été battu hier en une journée. Les pharmaciens pourront bientôt administrer des doses à partir du 15 mars. L'accélération de la vaccination promise par le gouvernement semble en marche. Illustration dans ce centre de vaccination éphémère mis en place à Saint-Denis, en région parisienne, où s'est rendue Clémence Renard pour BFM TV. Oui, plusieurs centaines de personnes se sont fait vacciner ici depuis l'ouverture à 8h. Nous sommes ici dans l'ancien centre de dépistage de la ville de Saint-Denis qui a donc été réaménagé en centre de vaccination exceptionnellement pour ce week-end. La ville de Saint-Denis qui a donc reçu hier plus de 1700 doses supplémentaires du vaccin Pfizer qui devront être injectées avant lundi. C'est la ville du département de Seine-Saint-Denis qui a reçu le plus de doses. L'occasion donc de vacciner un maximum de personnes, en tout cas celles que l'on a pu rencontrer nous ont dit qu'elles ont eu du mal jusque-là à trouver un rendez-vous. C'est donc le soulagement aujourd'hui, écoutez. C'est le premier rendez-vous que j'ai réussi à avoir. Pourtant j'ai 90 ans, vous voyez. Donc, il n'y avait pas de place, c'était complet. Oui, ça a été très difficile. Très très compliqué. Il n'y avait plus de place. Ça me rassure. Ça va mieux? Ah, là tout d'un coup je me sens mieux. Alors évidemment, comme les autres villes concernées, Saint-Denis a dû se préparer pour assurer ce week-end de vaccination massive. L'équipe a été réorganisée, notamment avec 4 médecins, 14 infirmiers, 12 sapeurs-pompiers supplémentaires. Ici, on passe d'une centaine d'injections par jour à plus de 850. Alors dans les Hauts-de-Seine, le maire de Clamart nuance en revanche cette communication autour de l'accélération de la campagne de vaccination du gouvernement. Écoutez. Il faut évidemment se réjouir d'avoir des doses supplémentaires, mais il faut relativiser la notion d'accélération parce que d'abord, nous, on aurait pu ce week-end faire 2500 vaccinations supplémentaires. On a eu 760 doses, donc c'est évidemment mieux que rien et c'est un bon début, mais j'espère que cette accélération ne va pas être suivie d'une décélération ou d'un arrêt la semaine prochaine et qu'on va continuer à nous donner davantage de doses parce que il me reste encore 9500 doses, 9500 personnes en attente de vaccination. Et donc, si on n'a pas les doses correspondantes, évidemment, ça va mettre vraiment beaucoup de temps à se faire. Voilà, Jean Castex et le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, étaient en visite auprès de la profession agricole ce matin dans la Creuse. Ils ont notamment visité une coopérative agricole, participé à une table ronde, s'adressant aux restaurateurs. Un restaurateur, notamment, le Premier ministre, s'est exprimé sur la situation sanitaire en ces termes. Vous le voyez, on a
un mois et demi, 2 mois très sensibles. On en parle avec Anne-Sora Dubois du service politique BFM TV. On le voit, le gouvernement compte plus que jamais tout de même sur la vaccination pour éviter à tout prix un reconfinement. On reste toujours sur cette option. Oui, et le Premier ministre dit qu'il ne veut pas, qu'il veut éviter un reconfinement. Et Emmanuel Macron a dit exactement la même chose en cours de semaine dernière. Souvenez-vous de cette phrase rapportée du chef de l'État: tant qu'il y a des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas. Donc pas de reconfinement et en même temps un virus qui non seulement continue à circuler mais même augmente en termes d'incidence. Alors la seule solution, c'est la voie du milieu et c'est la vaccination, effectivement. Hier, l'exécutif et le ministre de la Santé d'ailleurs se sont félicités de ce nouveau record battu de presque 250 000 personnes vaccinées en une journée. En réalité, il va falloir maintenir cette cadence si on veut tenir les objectifs que le gouvernement a lui-même fixés, c'est-à-dire au moins 10 millions de personnes vaccinées avant la fin du mois d'avril et toute la population adulte d'ici cet été. Ça veut dire à peu près, en moyenne, 200 000 personnes vaccinées par jour, alors que jusque-là, on oscillait plutôt autour de 80 000, 100 000 personnes. C'est dire vraiment à quel point il faut augmenter les cadences. Il y a des forces qui augmentent en présence. Les pompiers rejoignent le contingent des forces mobilisées dès ce week-end. Il va y avoir aussi, vous le disiez, les pharmaciens et les médecins généralistes qui vont pouvoir vacciner d'ici quelques jours. Et puis, ça se double aussi d'une bonne concomitance pour le gouvernement, c'est que progressivement, les premières craintes qu'il y avait en début de campagne de vaccination, notamment cette défiance vis-à-vis du vaccin, progressivement est en train de se lever. Il y a une catégorie de population qui reste quand même assez défiante, comme la population générale, ce sont les soignants. Et là aussi, ce gros contingent doit être augmenté à nouveau. L'appel du ministre de la Santé hier dans une lettre aux soignants. C'est aussi là-dessus que repose la réussite de la campagne de vaccination, d'avoir des soignants qui eux-mêmes soient protégés. Merci beaucoup, Anne. Alors, vous le disiez, tout le monde va être sollicité. Effectivement, les pharmaciens, un décret signé hier permettra de recevoir ces injections en pharmacie à partir du 15 mars. Et les pompiers également, qui vont être mis à contribution pour booster la campagne. C'est le cas près de Montpellier, où les soldats du feu vont désormais vacciner 7 jours sur 7. Charles Arrigoni, Alice Boissin avec Adrien Portron. Ici, à Vailleux-Caisse, près de Montpellier, ce centre de vaccination est entièrement administré par les sapeurs-pompiers. C'est la deuxième dose, donc la première s'était bien passée. Oui. Depuis presque 2 mois, 4300 vaccins ont été inoculés. Et aujourd'hui, à la manœuvre, Virginie Kugler, infirmière chez les sapeurs-pompiers. C'est pas une des missions qu'on a l'habitude de faire, mais ça fait partie des missions d'intérêt général, donc on participe volontairement. Des centres comme celui-ci pourraient voir le jour partout en France, car le gouvernement veut aller plus vite. Beaucoup plus vite sur la vaccination. Pour Éric Flores, directeur du SDIS 34, l'aide des pompiers est une évidence. La protection des populations, c'est une mission des sapeurs-pompiers de France. Donc il est important clairement qu'on se positionne dans cette mission de protection qui passe dans le test, maintenant la vaccination et toutes les autres actions que l'on a auprès de la population. Et il faut dire que ce centre de vaccination tourne à plein régime. Ce week-end, la cadence va encore s'intensifier. 250 vaccins par jour vont être réalisés, contre 60 auparavant. La force des sapeurs-pompiers repose sur leur nombre, mais aussi sur leur position géographique, comme le souligne le lieutenant-colonel Aurélien Maninck. La force des sapeurs-pompiers, c'est d'abord leur service de santé et de secours médical. Et puis, c'est surtout le maillage territorial qui est incomparable, puisqu'on est le service public qui est le mieux réparti sur le territoire national. Le département de l'Hérault compte actuellement 3 centres de vaccination comme celui-ci. Un nouveau devrait même voir le jour ce week-end à Béziers. Jean-François Temsit est notre invité. Bonjour, vous êtes chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat à Paris. Les médecins peuvent désormais vacciner en cabinet, les pompiers prochainement, les pharmaciens également. Ça va vous aider à faire baisser cette tension hospitalière dans vos établissements ? Alors ça va certainement nous aider, le problème c'est quand, quoi. Donc, vu la circulation du virus actuel, malheureusement, le mois prochain va être extrêmement difficile pour les systèmes de santé et pour les services hospitaliers. Professeur Timsit, vous alertiez cette semaine sur notre antenne en disant que finalement vous vous noyez tout doucement, je reprends vos termes, notamment dans votre service de réanimation, avec la saturation des hôpitaux à Paris. Le fait que Paris, l'Île-de-France ne soit pas reconfinée et qu'on mise pour l'instant sur cette vaccination de masse, ça peut suffire selon vous ?
Malheureusement, je pense que rien ne suffira à ce qu'on multiplie par 2 le nombre de malades dans les 3 semaines prochaines. Donc le problème, c'est comment on va gérer ça. Le confinement, s'il est décidé maintenant, de toute façon, il aura un effet dans 15 jours, 3 semaines, ce qui sera déjà trop tard. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut savoir comment on va organiser les choses. Il faut savoir que 76% de lits occupés par de la Covid actuellement en Ile-de-France, ça veut dire plus de 100% d'hospitalisation, parce qu'on a beaucoup de malades qui n'ont pas la Covid à l'heure actuelle, et nos services débordent déjà. Donc tous les jours, c'est un petit peu plus, et je ne sais pas comment on va arriver en serrant les dents à tenir le coup. Jean-François Timsit, restez avec nous. On va s'intéresser à présent à cette question. Est-ce que les soignants sont les mauvais élèves de la vaccination? Puisque la Direction générale de la santé affirme que 791 000 d'entre eux étaient vaccinés au 4 mars, soit un peu plus de 30%. D'où cette lettre du ministre de la Santé aux soignants. Elle a été postée hier soir sur Twitter. Il regrette que cela ne suffise pas, alors même que les stocks de vaccins AstraZeneca sont encore disponibles dans la plupart des établissements. Olivier Véran qui les exhorte à se faire vacciner rapidement. Il en va de la sécurité, de la capacité de notre système de santé à tenir. Vous êtes d'accord avec Olivier Véran? Alors je pense que la façon de s'exprimer ne va pas avec l'effort absolument incroyable du système de santé depuis 1 an et le dévouement de l'ensemble du personnel. Donc les mots ne vont pas. Je suis d'accord sur le raisonnement, il faut vacciner les gens. Alors comment on fait pour vacciner? En pratique, on sait sur la grippe ce qui marche. Ce qui marche, c'est que nous vaccinions notre personnel. Et ce qui marche, c'est de vacciner dans les services directement et d'être essentiellement incitatif. On arrive à des taux de vaccination de 99% pour les médecins et de 60% sur les infirmières en faisant ça. Si on ne fait pas ça, ça ne marche pas. Et donc ça, c'est la première chose à faire. Et après, il faudra discuter, est-ce qu'il faut faire plus ou pas? Le fait d'imposer la vaccination aux soignants, est-ce que selon vous, ça serait une bonne idée ou pas? Pour moi, j'ai toujours été d'accord avec la vaccination antigrippale obligatoire. Je suis aussi d'accord sur le Covid. Mais la question, c'est de savoir comment on fait. Comment on fait, le Conseil national d'éthique, tout ça, ça va prendre des mois et des mois. Donc avant d'arriver à ça, il faut être extrêmement incitatif et déjà convaincre les hésitants. Si on convainc les hésitants, on va passer de moins de 30% à 60-70% et les autres vont se laisser convaincre ensuite. J'en suis persuadé. L'ordre des médecins est allé un peu dans le même sens que le ministre de la Santé, mais avec d'autres termes. Pour l'ordre, la vaccination des soignants est une exigence éthique. C'est le cas ? Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous savez, on a un certain nombre de patients qui acquièrent la Covid à l'hôpital. Il faut bien savoir que quand on arrive, qu'on est présymptomatique, on peut très bien ne pas être dépisté. Et puis 4 jours après, on est venu pour autre chose. On a de la Covid, on le passe au personnel soignant ou à sa famille et on le transmet de malade à malade. Et là, quand on arrive à des cas qui sont extrêmement sévères, et les Covid nosocomiaux posent beaucoup de soucis. Donc effectivement, protéger les soignants, c'est une façon d'interrompre ces chaînes de transmission hospitalière. Merci beaucoup, professeur Jean-François Timsit, et bon courage, parce qu'on a bien compris que la situation était particulièrement difficile dans votre hôpital à Bichat, donc à Paris. C'est le premier des 4 week-ends de confinement pour le Pas-de-Calais pour enrayer une flambée de l'épidémie de Covid-19 et de variants britanniques. La mesure est entrée en vigueur à 6 h ce matin. Le département enregistre un taux d'incidence de 408 cas pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours, glissant contre 245 il y a 2 semaines. La tension hospitalière explose avec 90% des capacités d'accueil occupées. Les conséquences pour les habitants, retour de l'attestation dérogatoire pour les sorties, limitée notamment aux soins, aux achats de première nécessité, aux balades d'1 heure dans un rayon de 5 km. Le port du masque est également obligatoire dans tout le Pas-de-Calais, y compris en zone rurale. Côté vaccination, 3 vaccinodromes ont été ajoutés ce week-end à Boulogne, Calais et Béthune. Cela fait en revanche déjà plusieurs jours que l'Allemagne contraint les habitants de Moselle travaillant outre-Rhin à des tests PCR ou antigéniques de moins de 48 heures. Le département sous surveillance française est également jugé à haut risque de variants par Berlin. Mais ces aléatoires commencent déjà à irriter certains travailleurs français transfrontaliers qui se sont exprimés au micro de Marie-Luce. Écoutez. On demande d'enlever toutes les restrictions qui ont été prises les 10 derniers jours au niveau des frontières, qui empêchent les frontaliers de travailler. Nos politiciens sont en train de couper la branche sur laquelle ils sont assis, car les frontaliers, c'est le poumon économique de notre région, mais aussi de l'Europe.
Allez, on va essayer de se remonter un petit peu le moral. Direction la Grèce. Voilà, aussi Athènes attend avec impatience le retour des touristes. Voir ces plages, ces sites historiques quasi déserts fait tout de même rêver. Espérons tout de même pour le pays qui dépend beaucoup du tourisme, évidemment, que la saison estivale sera réussie. Reportage de nos envoyés spéciaux Igor Saïri et Élise Phillips. Plus de 20 degrés au soleil. Difficile de ne pas être en maillot de bain pour ce groupe de vieux copains férus de tennis de plage. Ça fait 45 ans que Kyriakos peaufine son coup de raquette, mais habituellement les touristes ne sont jamais très loin. Il nous manque en tant qu'être humain, il nous manque au niveau touristique et bien sûr au niveau économique. Même constat pour Nikos, le responsable de la plage, qui profite de cette longue période creuse pour rénover les lieux et être prêt pour retrouver la vie d'avant Covid. En saison, toute la plage est remplie de parasols et de chaises longues. Elle fonctionne quasiment 24 heures sur 24. Le matin, on a les baigneurs, ensuite on a le beach bar, le Bolivar, un des plus connus d'Europe. Que serait la Grèce sans son centre historique? Nous sommes ici à l'Agora, au cœur de l'Athènes antique. L'acropole nous surplombe. Et si nous sommes les seuls aujourd'hui, c'est à cause de la pandémie. Car au plus fort de la saison estivale, des milliers et des milliers de visiteurs passent ici chaque jour. À 1 heure d'Athènes, au Cap Sounion, un fait rare et historique là aussi. Le silence autour du temple de Poséidon. Un site plutôt habitué aux nuées incessantes de touristes. Anna, guide touristique, n'en revient pas. Je suis très contente de venir ici. Depuis 20 ans que je travaille comme guide conférencière, ça ne m'est jamais arrivé de ne pas venir visiter un site pendant plus qu'1 an. Même pendant la crise, pendant les guerres, les 11 septembre, jamais. 33 millions de touristes étrangers étaient venus en Grèce en 2019, un record. L'objectif désormais, c'est de faire mieux que les 8 petits millions de voyageurs en 2020, à tout prix. Dans l'actualité également de ce samedi, on vous en parlait en titre, ces violences qui ont éclaté hier soir dans un quartier de Rillieux-la-Pape, dans l'agglomération lyonnaise. Une trentaine de jeunes ont commis des dégradations dans la rue et pris pour cible des bus. Retour sur ce qui s'est passé avec Thomas Herman, Caroline Bertolino et Camilla Giudice. Des violences de la veille, il ne reste dans le quartier des Alaniers que ces voitures calcinées, abandonnées. Un retour au calme après 2 heures de très forte tension hier dans la soirée. Vers 19h, une trentaine d'individus se regroupent. Ils caillassent des bus, détruisent du mobilier urbain. 13 véhicules sont également incendiés. D'après la préfecture, 6 personnes ont été interpellées dans la soirée. Une flambée de violence qui pourrait faire suite à une opération antidrogue menée un peu plus tôt dans le quartier par la police. Ça fait quand même un moment que ça fonctionne de cette façon-là. Dès qu'il y a des faits importants, des saisies de drogue, des interventions dans les quartiers, régulièrement, un peu partout sur Lyon, mais aussi partout sur le territoire national, il y a forcément des représailles avec des véhicules et des mobiliers urbains brûlés. Chez les habitants, certains expliquent plutôt les tensions par le sentiment d'abandon qu'ils ressentent. Ils se disent oubliés par les pouvoirs publics au quotidien. Bonjour Yves Durieux, vous êtes notre invité, élu Europe Écologie Les Verts de Rillieux-la-Pape. On a entendu le gouvernement, dans la voix de Jean Castex, de Gérald Darmanin, estimer que le renforcement de la sécurité dans ce secteur dérange les trafiquants de drogue. Est-ce que c'est selon vous la source de ces tensions ? On n'a aucun élément qui nous permette d'avérer ce point. Le gouvernement est sans doute mieux informé que nous, enfin je l'espère d'ailleurs, le procureur également. Non, c'est une hypothèse comme une autre. C'est assez surprenant parce que généralement les trafics de drogue, ils aiment plutôt les choses tranquilles. Voilà, donc on a eu un événement similaire début octobre avec des groupes de personnes qui semblaient plus toniques, plus fortes, plus vieilles en apparence que celles qui ont lieu maintenant, qui ont eu lieu hier. Je reviens simplement sur une chose que vous avez annoncée. Il n'y a pas eu de caillassage de bus et il n'y a pas eu très peu de destruction de mobilier urbain. L'intervention, elle s'est concentrée sur un diamètre, près du rond-point du centre Europe et a affecté malheureusement trop de voitures, des voitures de personnes qui habitent la commune, qui vivent tranquillement sur la commune. Donc voilà, c'est
très malheureux. Nous, on attend beaucoup des éléments que pourront communiquer la police et de l'implication des éléments de justice qui font un travail remarquable. Alors, vous connaissez très bien, bien sûr, Raylieu-la-Pape, Yves Durieux. Est-ce que, selon vous, ça reste un événement sporadique ou est-ce que ça peut devenir un événement incontrôlable ? Je n'ose pas croire que ça soit incontrôlable. Le gouvernement a mis en place, avec les efforts de Madame la députée, 10 nouveaux policiers nationaux. La métropole a inscrit de nouveaux observateurs de prévention. Donc on peut imaginer que tout ceci va se coordonner et permettre d'apaiser un peu les choses. Nous, on va essayer de reprendre contact, si le maire nous le permet, avec les habitants pour donner un peu un sens républicain, un projet de sens républicain avec les habitants et construire les choses avec eux. Parce que pour l'instant, c'est ce qui manque, c'est la représentation des élus du groupe majoritaire dans la présence régulière avec les habitants de façon attentive et écoutante et force de proposition, mais des propositions qui soient partagées et co-construites avec les habitants. Après, ça n'empêchera pas les larcins, hein, ça n'empêchera pas les choses de cette nature. Hein. Dans la semaine, il y a eu des événements aussi où deux voitures d'un même couple ont été incendiées. C'est dramatique, dramatique, oui, mais on sort des mots grandiloquents, mais derrière, c'est un peu toujours les mêmes choses qui arrivent et c'est les habitants qui en souffrent. Malheureusement, c'est les habitants qui sont tranquilles, qui aiment leur ville, sauf qu'on ne leur montre pas beaucoup qu'on les apprécie. Merci. On ferme les maisons de quartier ont été fermées, les réunions ouvertes avec les habitants pour discuter des sujets et tenter d'apaiser les choses ont été supprimées. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui pâtissent à la cohésion sociale et équitable de la ville. Merci beaucoup Yves Durieux d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir apporté votre œil sur la situation locale à Raylieu-la-Pape. Anne-Sora Dubois du service politique sur notre plateau, quels sont les éléments déclencheurs de ce qui s'est passé hier soir? Mais il y en a sans doute plusieurs, mais en réalité, oui, Yves Durieux n'a pas tort. Bien sûr que la rupture du lien social depuis le début du confinement, avec effectivement des réunions avec les acteurs sociaux annulées, avec ces associations de quartier qui sont très importantes pour maintenir le lien aussi, particulièrement avec la jeunesse, qui sont totalement interrompues depuis presque un an, bien sûr, ne doit pas améliorer la situation. Ça, c'est déjà le premier effet, l'effet confinement, et puis l'effet cumulatif, bien sûr, sur les limitations de liberté de ces jeunes dans ces quartiers qui doivent aussi faire monter la tension. La deuxième raison, c'est sans doute, même si on n'a pas encore de certitude que ça a bien déclenché ce qui s'est passé à Raylieu-la-Pape, c'est sans doute aussi quand même ces opérations qu'on appelle harcèlement des points de deal, des opérations anti-stup. Il y en a eu 301 depuis le début janvier. En tout cas, ce sont les chiffres qui nous sont relayés par le ministère de l'Intérieur. Ces opérations anti-stup, elles sont vraiment montées en puissance ces dernières semaines, ces derniers mois. Et dans plusieurs des cas qu'on a vus ces dernières semaines, Reims, Lyon, Beauvais, on sait qu'on a la suspicion, en tout cas, que ce soit effectivement ces opérations très musclées qui dérangent le trafic de drogue et qui donc génèrent ces mesures de rétorsion en quelque sorte, puisque parfois ce sont les forces de l'ordre qui sont attaquées. Et voilà comment le résume un membre de l'exécutif, c'est on les dérange, alors ils se vengent. Troisième raison, il y a peut-être aussi, et ça c'est l'autre effet confinement, et c'est d'ailleurs ce qui inquiète le ministère de l'Intérieur, c'est que il y a aussi l'effet d'aggravation qu'a provoqué la crise du Covid sur la situation de ces quartiers. Ça veut dire évidemment que là où il y avait du chômage, il y en a encore plus. Là où l'État était déjà pas assez présent, il est encore plus distant. Il y a des problèmes d'aide alimentaire, il y a énormément de problèmes d'emploi. Il y avait aussi toute une partie du travail qui pouvait se faire au black, comme on le dit, et qui aujourd'hui ne peut plus se faire parce que il y a énormément de gens qui sont confinés. Ça aggrave considérablement les liens entre les gens, les tensions sociales, et puis aussi l'avenir pour ces jeunes, parce qu'il y a des problèmes de chômage aussi et de possibilité de sortir de cette crise. Côté du ministère de l'Intérieur, on dit que ce qui se passe maintenant, c'est sporadique, mais qu'on va observer avec beaucoup d'attention à partir du printemps, lorsqu'on va déconfiner, ce qui se passera aussi dans les banlieues françaises. Merci beaucoup Anne pour ces explications. Également dans l'actualité, c'est quelques 300 personnes rassemblées place René Charles dans le 7e arrondissement à Paris. Manifestation contre les violences sexuelles dans l'enseignement supérieur, donc cet après-midi dans les rues de Paris.
On vous parle à présent de toute autre chose, de cet ovni de la bande dessinée. Il est sorti hier et on en parle à présent, une BD dans laquelle les anciens présidents Nicolas Sarkozy, François Hollande sont des espions pour le compte d'une organisation face à une menace planétaire, Vladimir Poutine et le prince Albert de Monaco et une ribambelle de ninjas. On vous avait prévenu, c'est délicieusement absurde. Un hommage aux comics en tout cas, un roman d'espionnage et à la science-fiction et aux manettes, deux stars du 9e art, Mathieu Sapin et Johan Sfar. Nicolas Béat. Vous vous êtes déjà demandé ce que les anciens présidents de la République devenaient après leur mandat? Eh bien, ils deviennent agents secrets. Ils combattent même des ninjas et des reptiliens en compagnie de super-héros au sein d'une organisation secrète baptisée le Ministère Secret. Johan Sfar, au scénario, a décidé de briser le silence. De là où je viens à Nice, on dit toujours « mais un président, ça fout rien ». Non, les présidents commencent à bosser après l'Élysée. Hollande sait, Sarkozy sait. Giscard, si vous croyez à sa mort, tant pour vous, mais évidemment Giscard, c'est... Le Ministère Secret, c'est un scénario loufoque, la rencontre improbable de Men in Black et de Blake et Mortimer, des Avengers et de Spirou, sur fond de thriller politique. Mais le défi, c'était de dessiner cette joyeuse absurdité. Ce qui est marrant, parce que c'est pas moi qui dessine, c'est essayer de lui coller les trucs les plus compliqués à dessiner. Je lui dis, François Hollande a un scooter qui ressemble au vaisseau de Goldorak, bah vas-y pour le dessiner. Quand je lui dis, maintenant, le prince du Monaco fait du bobsleigh dans un ours mort, bah vas-y, débrouille-toi avec ça. Mettre en scène des hommes politiques, c'est prendre le risque d'être rattrapé par l'actualité. Mais depuis ses albums Campagne présidentielle et Le Château, Mathieu Sapin, le dessinateur, a l'habitude. Ça m'est souvent arrivé, et comme ça, quand on écrit, on essaye d'inventer des trucs les plus improbables possibles et ces choses arrivent. Et quand on a commencé, d'ailleurs, c'est une des questions, on disait, mais vous savez, Sarkozy, il est retiré de la vie politique, le mettez pas au centre de votre récit. Et là, alors le parquet national financier nous fait ce cadeau, merci. Après Éric Cantona et Vladimir Poutine, c'est Donald Trump et Édouard Balladur qui devraient rejoindre le casting du tome 2, prévu l'an prochain. Votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. C'est assez rageant, effectivement. Place des Héros, à Arras, tout ce beau temps pour ce premier week-end de confinement avec 6-8 degrés seulement. Dans le même temps, les Niçois, eux, profitent d'une relative douceur de leur côté. Oui, mais là, c'est le soleil qui semble lui aussi confiné. On va conserver un ciel chargé tout au long du week-end. Sur les régions du sud, les rôles sont inversés. Cette fois-ci, le beau temps est au nord en ce moment grâce à un anticyclone assez puissant. Il est anglais, le voici. Il dirige vers nous un flux continental de nord-nord-est. Cette bise, ce vent vivifiant, effectivement. Dans le même temps, il y a ces remontées humides des Pyrénées et de la Méditerranée qui vont donc persister pour ce dimanche avec une masse d'air très contrastée, vous voyez. Du coup, les gelées vont se concentrer au nord de la Loire en début de matinée. Elles seront encore plus marquées, moins 5 degrés notamment à Reims. Vous compterez moins 3 à Lille ou du côté d'Arras, moins 1 degré à Paris. Dans le même temps, 4 à Lyon, vous aurez 6 à Bordeaux, 8 à Marseille. On ira jusqu'à 9 degrés à Perpignan en début de journée, donc sous un ciel chargé au sud, avec des pluies qui pourront être soutenues en pleine Languedocienne, des cumuls assez importants. Et vous voyez de la neige à partir de 1200 mètres, notamment sur le Massif central. Dans l'après-midi, ça va peu à peu se morceler sur ce secteur, mais difficilement. On pourrait avoir quelques coups de tonnerre de la montagne noire aux Pyrénées, un peu plus d'éclaircies tout de même en allant en direction de la Provence. Et plus au nord, là, un ciel souvent parfaitement dégagé au nord de la Loire. Les températures seront légèrement en dessous des moyennes. Dans l'après-midi, vous aurez 7 degrés à Lille, il fera 10 à Nancy, comptez 9 à Paris, 11 degrés à La Rochelle, 12 degrés à Clermont-Ferrand, une quinzaine de degrés en Méditerranée, jusqu'à 17 degrés pour Ajaccio. Rapidement, même découpage lundi, ça va se morceler un peu plus nettement dans le sud du pays. À partir de mardi, nouvelle perturbation au nord qui va peu à peu progresser en donnant de la pluie près des côtes de la Manche mercredi et du vent surtout. Beaucoup de vent jeudi, un coup de vent attendu dans le nord du pays avec des rafales à 90 voire 100 km/h sur ce secteur. C'était votre météo avec Floa, leader français du paiement plusieurs fois pour les commerçants. Floa, simplifiez la banque pour faciliter la vie. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Une conséquence inédite, spectaculaire de la canicule. Immersion, enquête, portrait. Ça sert à rien de nourrir une anxiété. Et nos invités acteurs de l'actualité. Ils n'ont pas réussi à se rallier à un chef. 7 jours BFM. Tous les vendredis, 20h30. Tous les samedis et dimanches, 17h et 20h. Sur BFM TV.
monde change, l'immobilier aussi. Regardez votre programme avec les agences de papa. Découvrez l'alliance parfaite d'arômes incomparables. Capturez dans chaque capsule leur espresso aluminium. L'or, sans doute le meilleur café du monde. Seul face à l'Alaska, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. J'ai repris mon amour après l'avoir donné. J'ai gravi des montagnes, je me suis retournée. Et j'ai vu mon reflet sur les collines enneigées. Et ma montagne s'est écroulée. Après toute une vie à tes côtés, j'ai souvent eu peur de changer. Mais le temps nous donne le courage, même les enfants prennent de l'âge. Et moi aussi, peu à peu, je vieillis. Combien vaut votre voiture? Entrez simplement les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente en ligne. Vraiment facile, rapide et sûr, je recommande sans hésiter. Pour la reprise, prenez un rendez-vous sûr et sans contact. Allez maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Les idées vivent en nous. Elles nous transportent. Elles se nourrissent de notre imagination. Puis, elles doivent être partagées pour améliorer le monde, le rendre plus incroyable. Ce sont ces idées qui construisent le futur. Nouvelle Audi RS e-tron GT 100% électrique. Le futur nous anime. Audi. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. À la une du journal de 15h, de nouvelles violences ont eu lieu hier soir, cette fois à Rilieu-la-Pape, près de Lyon. 13 véhicules ont été incendiés, 6 personnes interpellées. Comment analyser ce phénomène? Est-il incontrôlable? Nous en parlerons dans un instant avec nos invités, avec Dominique Rizet. Une première dose pour 10 millions de Français d'ici à fin avril, pour 20 millions d'ici à la mi-mai. Tous les adultes français vaccinés cet été. En déplacement dans l'Essonne cet après-midi, Jean Castex visite un centre de vaccination du département. Illustration d'une vaste campagne menée en Ile-de-France ce week-end aux côtés d'Olivier Véran. Il faut mettre le paquet sur la vaccination en mars et avril pour éviter de reconfiner. Les mots du Premier ministre en marge d'un déplacement sur l'agriculture ce matin dans la Creuse. Jean Castex a prévenu que les prochaines semaines seraient très sensibles. Et puis, premier week-end de confinement pour le Pas-de-Calais qui connaît une flambée d'épidémies et de variants britanniques depuis 2 semaines. C'est donc le retour de l'attestation dérogatoire à laquelle s'ajoute l'obligation de porter le masque dans tout le département. 3 nouveaux centres de vaccination ouvrent également leurs portes. Et on commence donc avec ces tensions qui se répètent dans certains quartiers depuis une semaine. Après Beauvais ou la Duchère, c'est à Rilieu-la-Pape près de Lyon que des affrontements ont eu lieu entre jeunes et forces de l'ordre. 13 véhicules ont été incendiés hier soir, 6 personnes interpellées. Les précisions sur place de Thomas Herman. Les violences ont commencé hier soir à 19h15. Une quarantaine d'individus sont arrivés sur la voie publique, sur une grande avenue de cette commune de Rilieu-la-Pape. Ils s'en sont pris au mobilier urbain, notamment aux vitres d'abribus, aux pots de fleurs qui ont été renversés sur la chaussée. 13 véhicules ont été incendiés. Il s'est engagé une course-poursuite entre ces personnes et les forces de l'ordre déployées sur place. Tout est rentré dans l'ordre à partir de 21h, notamment avec l'aide de l'intervention de la police nationale qui a dispersé ces personnes qui commettaient ces violences
violences dans le quartier de Rieux-la-Pape. Le maire ainsi que le préfet délégué à la sécurité qui se sont rendus sur place pour rencontrer les effectifs de police et les agents municipaux qui remettaient en ordre l'ensemble du mobilier urbain qui avait été dégradé dans la commune. On discute avec des habitants du quartier depuis hier soir qui nous racontent que leur vie quotidienne pour certains d'entre eux s'est dégradée au fur et à mesure des années, qu'il y a moins de services publics, mais également une distance entre la jeunesse et les élus de la commune ou la police de proximité dans le quartier. Mais le maire, lui, se défend de mettre davantage de services publics dans sa commune depuis qu'il est élu à Rieux-la-Pape, mais également proposer des activités aux jeunes avec de la vie associative qui s'installe dans les quartiers, mais également l'investissement de 15 millions d'euros dans une école qui a été inaugurée la semaine dernière, ainsi qu'une médiathèque qui va l'être dans 2 semaines. Mais tous ces habitants visiblement ne partagent pas ce même constat. Bilan des événements d'hier soir, les forces de l'ordre nous font savoir qu'il y a eu 6 interpellations. Alors, est-ce que ce phénomène de violence urbaine risque de se répéter et comment l'expliquer? Les précisions de Dominique Rizet, consultant police-justice de BFM TV. La question maintenant, c'est comment en sortir. Effectivement, il risque de se renouveler. Il risque de se renouveler parce qu'il y a un phénomène qu'on connaît tous de mimétisme. C'est ce qu'il s'était passé en 2005 lors des violences à Villiers-le-Bel, qui était la conséquence d'un accident d'une moto conduite par 2 jeunes qui avaient percuté une voiture de police, et toutes les banlieues se sont enflammées. Voilà, maintenant il faut en sortir parce que ce qu'il s'est passé à Rieux-la-Pape est la résonance de ce qui s'est passé à la Cité de la Duchère, c'est la résonance de ce qui s'est passé à Herblay, et il y a une espèce de tentation de ces jeunes. Les beaux jours reviennent, il fait bon, on se retrouve en fin d'après-midi. Avant-hier, donc ça s'est passé à 17h, hier, pardon, ça s'est passé vers 19h, 19h15, voilà. On met le feu à quelques voitures, on fait venir la police, on fait venir les pompiers, on caillasse les pompiers, on fait venir la police. Et c'est une espèce de match qui s'engage, de combat. Alors, il y a la résonance autour de cela qui fait que dans d'autres villes, des jeunes sont tentés de faire la même chose parce que les journalistes viennent, parce que les hommes politiques se déplacent, parce que c'est une espèce de compétition au même titre que cette période de Noël où des voitures brûlaient et où Strasbourg avait le triste record du nombre de voitures brûlées chaque année. Il a fallu que les autorités disent un jour: on arrête de comptabiliser le nombre de voitures qui brûlent. Et effectivement, ça s'est calmé. Donc peut-être est-ce que nous, journalistes, on en parle beaucoup, peut-être un peu trop, au regard de l'importance de certains événements. Peut-être que les politiques en font trop aussi en allant sur place, en se déplaçant en délégation. Je vous rappelle qu'hier, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur était à Herblay. Oui, c'est important d'en prendre conscience et de dire on ne laissera pas faire. À Beauvais. À Beauvais, pardon. À Beauvais. Et c'est important de dire on en a conscience et on ne laissera pas faire. Mais c'est important aussi de garder de la distance par rapport à ces événements. Nous sommes en direct avec Mohamed Meshmash. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes éducateur de rue, coordinateur de l'association Assez le Feu et coprésident de la coordination des quartiers populaires. Passons-nous. On voit ces violences qui se répètent depuis une semaine maintenant. On l'a vu donc à Beauvais, dans le quartier de la Duchère à Lyon, et hier à Rieux-la-Pape, donc dans l'agglomération lyonnaise. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Quel est votre sentiment, vous? Bonjour. Mais quel est mon sentiment? Mon sentiment, il n'a pas bougé depuis ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai connu ce qui s'est passé en 2005 et la violence qu'on a pu connaître. J'avais entendu déjà sur vos plateaux, rappelez-vous, des jeunes qui, à déjà 25 ans, nous disaient clairement qu'il y avait un sorte de masse vivant dans ces quartiers, de masse de chômage, tout ce qui concerne un peu la discrimination. En vous disant ça, je ne cherche pas d'excuses, je n'excuse en tout cas pas la minorité de ces gamins qui aujourd'hui se comportent peut-être comme qui ne sont pas exemplaires, mais en gros, je n'excuse pas non plus nos responsables politiques qui, pendant ces 20 ou 30 dernières années, ont pu mener des politiques dans ces territoires qui sont malheureusement qui n'ont pas été à la hauteur. Donc, ce qui se passe en ce moment-là, c'est juste ni plus ni moins un mal-être et un malaise que d'autres avaient exprimé il y a 20 ans de ça. Et malheureusement, on avait déjà alerté là-dessus. On n'a pas du tout été entendu et pas écouté. Et je trouve ça regrettable parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre les dommages collatéraux avec une génération qui arrive et qui est ni plus ni moins celle qui n'était même pas encore, pour certains, née pendant celle de 2005. Quoi. Et en effet, vous le dites, cette violence, elle semble s'être installée depuis ces 20 dernières années. Pour autant, diriez-vous que ce sont les mêmes causes qui, aujourd'hui, poussent à ces violences qu'il y a 20 ans? Rien n'a changé?
Non, les causes. Il y a des choses qui ont un peu bougé. Je veux dire, encore une fois, simplement, malheureusement, les politiques qui ont été menées en direction de ces territoires-là n'ont pas été pris réellement à la mesure de ce que ça devrait être. Vous savez, la rénovation urbaine, c'est bien, mais quand vous ne prenez pas la question humaine et sociale, ça ne changera rien du tout. On nous avait vendu le rêve de dire que la rénovation urbaine servirait de mixité sociale. Vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Donc on est sur des problèmes de chômage, d'éducation, sur des problèmes aujourd'hui liés aussi malheureusement à une forme de discrimination, liés aussi malheureusement à du trafic de drogue qui aujourd'hui fait en sorte que dans ces quartiers, malheureusement des habitants qui demandent qu'une chose, c'est à vivre paisiblement, ont du mal à pouvoir effectivement vivre sereinement et paisiblement. Parce que bien sûr que le domaine de la sécurité est aussi important dans ces quartiers, mais pas que. À chaque fois qu'il se passe ce qui est en train de se passer, on essaye de nous répondre par la répression. Et je suis désolé, il manque clairement des choses dans ces territoires-là, y compris les présences humaines, les services publics qui sont malheureusement pratiquement plus très présents, même si effectivement on essaye tout simplement de remettre des choses, malheureusement, ces choses qui sont aujourd'hui pas encore à la hauteur et l'argent qui a pu être mis dans ces quartiers, malheureusement ça n'a pas été fléché en direction de ces habitants et ça je le regrette, quoi. Merci beaucoup Mohamed Meshmach d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV donc pour réagir à ces nouvelles violences qui ont eu lieu hier, notamment à Rillieux-la-Pape, près de Lyon. Le Covid à présent, vaccination à grande échelle. Ce week-end, le gouvernement veut accélérer la cadence. Jean Castex est sur le terrain ce samedi. Alors, il sera dans l'après-midi aux côtés d'Olivier Véran dans un centre de vaccination éphémère à Fleury-Mérogis dans l'Essonne. Et ce matin, le Premier ministre était dans la Creuse alors pour parler agriculture, mais il en a aussi profité pour évoquer les questions sur le Covid, sur la vaccination. Et voici ce qu'a déclaré Jean Castex. On a un mois et demi, 2 mois très sensibles. Ce variant risque de nous reconduire, je n'en sais rien, peut-être à reconfiner. Donc, il faut mettre le paquet sur la vaccination en mars et avril. Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV est avec nous. Grande opération de communication du côté du gouvernement car il faut doubler les cadences pour parvenir aux objectifs. Anne. Et c'est à peu près ça si on s'en tient aux objectifs qui ont été formulés par le gouvernement lui-même. 10 millions de personnes vaccinées d'ici la mi-avril et la totalité même de la population adulte vaccinée d'ici cet été. Jusque-là, on était à peu près entre 80 000 et 100 000 personnes vaccinées par jour. Il va falloir effectivement doubler cette cadence. Hier, le gouvernement s'est félicité, le ministre Olivier Véran, d'un nouveau record battu, 250 000 personnes vaccinées dans la journée. C'est à peu près, en réalité, le chiffre qu'il va falloir maintenir tous les jours pour les mois qui viennent, précisément pour tenir ces cadences. Alors, il y a des renforts qui sont en cours. Déjà, cette ouverture de la campagne de vaccination le week-end, elle existait déjà jusque-là, mais elle était beaucoup plus faible que ça ne sera le cas dans les semaines qui viennent. C'est déjà un apport considérable. On était autour de 5000 vaccinations le week-end par jour. C'est bien trop peu. Renfort donc de bras. Les pompiers aussi qui intègrent les forces en présence pour vacciner à partir de ce week-end. D'ailleurs, le centre de vaccination dans lequel vont se rendre le Premier ministre et le ministre de la Santé en fin d'après-midi est tenu précisément, entre autres, par des pompiers. Il va y avoir aussi, bien sûr, les pharmaciens et les médecins de ville qui sont intégrés aussi aux capacités de vaccinants. Et puis, évidemment, il va falloir aussi élargir les personnes à vacciner. D'où cette offensive, effectivement, menée par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Offensive, en tout cas, captatio benevolentiae, après avoir dit aux soignants, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait depuis le début de cette pandémie. Vous aussi, vous êtes trop peu à vous être fait vacciner. On rappelle que la vaccination est ouverte pour les soignants depuis plusieurs semaines. Et il n'y a pas assez de soignants vaccinés, dit le ministre de la Santé. Et aussi, notre progrès pour limiter cette épidémie repose aussi sur la vaccination des soignants. Donc il leur a adressé une lettre en leur disant vraiment, il faut y aller, on connaît votre défiance, mais il faut absolument accélérer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Coup de boost sur la vaccination. On en parle avec vous, Mehdi Mejdoubi. Merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes professeur de médecine, également chef de pôle au centre hospitalier de Valenciennes. Jean Castex a également dit, on a un mois et demi, 2 mois très sensibles à vivre. Il faut mettre le paquet donc sur la vaccination. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette stratégie? Est-ce que c'est tout ce qu'il reste à faire finalement pour éviter
éviter un reconfinement? Alors c'est la seule stratégie de sortie pérenne, d'une part. Bien sûr, il ne faut surtout pas oublier les gestes barrières, parce qu'il ne faut pas penser que la vaccination va tout régler d'un coup, puisqu'elle sera forcément progressive. Or, les contaminations continuent, elles sont sur le même rythme de 20-25 000 cas positifs détectés par jour. Donc il ne faut surtout pas baisser la garde sur les gestes barrières et augmenter le rythme de vaccination. Je crois que 2500 doses supplémentaires de vaccins viennent d'être attribuées pour le territoire de Valenciennes Métropole. C'est bien ça? On vaccine beaucoup dans votre hôpital ce week-end? On vaccine beaucoup dans tout le nord de la France, qui est particulièrement touché. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on répartit les doses un peu différemment en fonction des urgences. Effectivement, dans le Pas-de-Calais, il y a une grande urgence. Ouais. Et les centres de vaccination ouverts fonctionnent bien. À Valenciennes, nous avons un vaccinodrome dans un gymnase qui fonctionne très bien, qui est géré par des médecins généralistes essentiellement. Et effectivement, jusqu'à présent, le dimanche notamment, on ne vaccinait pas trop. Et là, il faut mettre le paquet pour travailler 7 jours sur 7. Un effort vaccinal également mis du côté de l'Île-de-France avec ces 4 hôpitaux militaires qui vont vacciner près d'1 millier de personnes. En Île-de-France, la plupart des centres resteront d'ailleurs ouverts tout ce week-end et plus de 50 000 doses seront injectées jusqu'à demain soir. Illustration à Saint-Denis où des centaines de personnes ont été vaccinées depuis ce matin. C'est le premier rendez-vous que je réussis à avoir. Pourtant, j'ai 90 ans, vous voyez. Donc, il n'y avait pas de place, c'était complet. Oui, ça a été très difficile. Très, très compliqué. Il n'y avait plus de place. Ça me rassure. Ça va mieux? Là, tout d'un coup, je me sens mieux. Alors le gouvernement entend vacciner au moins 10 millions de personnes en première injection d'ici mi-avril, 20 millions d'ici mi-mai et 30 millions d'ici l'été. Et dès ce week-end, c'est donc la mobilisation générale, on l'a bien compris. Ce qu'il faut connaître avec vous, Jérémy Père. Jérémy, c'est une grosse opération qui a lieu ce week-end. Oui, et ça notamment à Paris avec près de 11 000 doses supplémentaires qui vont être livrées dans la capitale. Plus largement en Ile-de-France, c'est 50 000 doses supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé le préfet de région ce matin. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif de vacciner 50 000 personnes supplémentaires. C'est ce qu'explique le préfet de police, Didier Lamand, lui aussi ce matin. Il y aura donc 105 centres de vaccination qui sont rouverts spécifiquement pour ce week-end avec 13 centres de vaccination supplémentaires. Mais attention, la vaccination ce week-end, elle n'est faite que sur rendez-vous. Il faut avoir pris rendez-vous sur une des plateformes dédiées, comme Doctolib par exemple. Et Jérémy, qui peut se faire vacciner? Eh bien écoutez, pour l'instant, il n'y a que certaines personnes, certaines catégories de personnes qui peuvent se faire vacciner en ce moment. Il y a notamment les personnes qui souffrent de handicap, les personnes majeures, et puis ensuite 2 types de personnes en particulier. Les personnes majeures atteintes de pathologies à risque, qui ont plus de 18 ans, qui doivent faire des dialyses, qui souffrent de trisomie 21 ou de certains cancers. Et puis ensuite, les personnes majeures avec comorbidité, ça ce sont des personnes qui doivent avoir plus de 50 ans et qui souffrent de diabète, d'obésité, de cancer. Et puis enfin, les personnes âgées de plus de 75 ans qui n'ont pas de problème de santé particulier. Et si vous ne faites pas partie de ces catégories-là, ça veut dire que pour l'instant, vous n'avez pas accès à la vaccination. Merci beaucoup Jérémy. Alors voilà, donc pour cette campagne, vaste campagne de vaccination. Et puis il y a aussi cette pression qui est mise par le gouvernement sur les soignants pour se faire vacciner. Hier, le ministre de la Santé leur a adressé une lettre via Twitter pour les convaincre. On va en parler dans un instant avec vous, Mehdi Mejdoubi. De son côté, l'Ordre des médecins estime que cette vaccination est une exigence éthique. Qu'en pensent les soignants? Les mêmes réponses avec Anthony Lebos et Sarah Durand. Johnny, un soignant, avait des doutes, il le concède. Le vaccin d'AstraZeneca ne lui semblait pas très efficace. Parce que les études étaient il y avait des différences entre les chiffres, entre l'efficacité entre Pfizer et AstraZeneca. Depuis, il a franchi le pas. Il a reçu sa première injection il y a 2 semaines. J'ai eu un peu de fièvre, un syndrome grippal, c'est 24 heures et ça s'est bien passé. Actuellement, moi, je suis convaincu que l'AstraZeneca est bien efficace. Mais des doutes persistent parmi les professionnels de santé. Ariel veut convaincre ses collègues réticents. Bon alors, j'espère que tu vas te faire vacciner, moi je te le dis. Elle a déjà reçu ses 2 injections, sans hésiter. C'est important de se faire vacciner, surtout qu'on a l'opportunité, surtout pour se protéger soi, mais également pour protéger les patients. Je pense que c'est mieux de convaincre que d'imposer. Ça passe toujours mieux.
Seul un tiers des soignants en ville et à l'hôpital sont pour l'instant vaccinés. Insuffisant pour le gouvernement qui réfléchit à imposer la vaccination au personnel de santé. Mais cette solution serait contre-productive pour ce syndicat d'infirmiers. On a très bien compris la manœuvre politique. Le gouvernement fait un peu n'importe quoi sur la vaccination et sur la gestion de l'épidémie. Donc on met un coup de pression sur les soignants qui servent un peu de bouc émissaire. Il suffit de nous permettre de nous vacciner avec le Pfizer et il n'y aura aucun souci, les soignants seront vaccinés. Le coronavirus est d'ailleurs devenu la première maladie nosocomiale de France, c'est-à-dire contractée dans un établissement de santé. Donc il y a effectivement urgence à faire quelque chose à ce niveau-là. Et je pense que quand on est soignant, il faut faire fi en fait de revendications ou de postures politiques et s'inscrire dans une démarche de santé publique. Ce syndicat juge ainsi indispensable que le vaccin contre le coronavirus devienne obligatoire pour les soignants, comme celui contre l'hépatite B. La vaccination des soignants, Mehdi Mejdoubi, vous-même, vous avez été vacciné. Oui, tout à fait. J'ai été vacciné la semaine dernière par l'Astra et sans aucun effet secondaire. Et j'en suis très content puisque... C'est l'un des freins qui est très souvent cité par les jeunes soignants. Tout à fait, mais c'est à tort, d'une part. Alors, pour l'occasion, c'est dû à l'entreprise elle-même, AstraZeneca, puisque les premières études avaient été l'objet d'une erreur de dosage, ce qui avait donné lieu à 2 résultats différents. Ça avait induit un petit doute. Alors la dernière étude faite en Écosse a révélé que l'AstraZeneca était dans certaines catégories d'âge encore plus efficace que le Pfizer. Donc il faut vraiment vite cesser cette mauvaise information parce qu'il ne s'agit pas que les gens choisissent le vaccin sur la base d'on ne sait quoi du reste. Soyons très clairs, l'AstraZeneca est un vaccin extrêmement efficace et qui est indispensable pour sortir de cette crise parce que pour la peine, il est plus facile à produire, il arrivera plus tôt. Donc le raisonnement de dire on va attendre pour avoir un autre vaccin est mauvais puisque entre-temps, vous pouvez contracter la maladie et juste mourir. Donc non, il faut pas du tout laisser la place à cette mauvaise information. On peut parfois être surpris qu'il y ait cette méfiance de la part des soignants envers cette vaccination. Vous comprenez là que le gouvernement incite fortement les soignants à se faire vacciner? Oui, mais du reste, les soignants se font vacciner. Que le rythme soit trop lent, on peut le comprendre, mais voilà. 1 sur 3 pour l'instant. Pour l'instant, mais attendez, ça a été ouvert il y a 2 semaines, la vaccination. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Les soignants sont des personnes responsables et éthique et c'est en train de venir. Maintenant, on est en train d'ouvrir aussi la vaccination aux personnes de plus de 50 ans dans le grand public. Voilà, eux aussi, il faut les convaincre et puis maintenant, il faut mettre le paquet. Merci Mehdi Mejdoubi, vous restez avec nous pour le prochain journal à 15h30. On en vient à présent à ces habitants du Pas-de-Calais qui, eux, ont retrouvé la bonne vieille attestation dérogatoire pour se déplacer. Premier week-end en effet de 4 week-ends de confinement dans le département. Angie Loata, vous êtes sur la plage de Blériot. Comment se passe ce premier jour de confinement ? Eh bien, il y a eu ce matin plusieurs contrôles et globalement, effectivement, c'est plutôt respecté. Sur 1 heure, par exemple, avec une patrouille de police, on nous a expliqué qu'il y avait eu 0 verbalisation. Effectivement, il n'y a pas grand monde en centre-ville. Sandrine, c'est ce que vous me confiez. Vous avez utilisé l'attestation là pour venir une petite heure prendre la lumière du jour sur la plage? C'est ça, absolument. En fait, c'était quand on s'est levé ce matin, qu'on a vu qu'il faisait beau comme ça, on s'est dit, voilà, on va profiter de notre heure et des 5 km qui nous sont alloués pour venir sur la plage, prendre un petit peu la lumière, le soleil, le vent aussi, mais ça fait du bien. Bon, vous êtes des chanceux parce que vous avez calculé et vous m'avez dit qu'il y avait 4,5 km jusqu'à la plage. On habite sur Calais Centre et le temps de venir en voiture, donc j'ai regardé effectivement sur le compteur, on est à peu près à 4 km et demi. Donc voilà, on est dans les clous, c'est parfait et du coup ça nous permet de venir marcher un petit peu. Bon, globalement, Olivier, comment ça se passe ce nouveau confinement? C'est quand même assez difficile à vivre, vous me disiez, et on comprend pas trop cette décision de votre côté? Tout à fait, puisque lundi, tout le monde retourne au boulot, ceux qui sont à la chaîne de montage à l'usine, ceux qui sont devant les élèves, les soignants, enfin tout le monde va se retrouver au boulot et on se dit qu'on n'est pas plus protégé au boulot qu'ici. Là, vous voyez, il n'y a pas grand monde. Voilà, on comprend pas trop, mais bon, c'est tout. C'est comme ça, faut faire avec.
Merci beaucoup Olivier. Bon, on vous laisse profiter des quelques minutes qui restent et effectivement, pas grand monde en centre-ville. Quelques personnes sur la plage qui viennent profiter des rayons du soleil et ça aussi, ça fait du bien mentalement. Ah oui, magnifique ciel bleu. Qui a dit qu'il ne faisait pas beau dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Merci beaucoup Angie Loata avec François Luce, donc sur cette plage de Blériot. Ce week-end est placé aussi sous le signe de la solidarité. Tout autre chose, mais c'est très important. Depuis hier et jusqu'à demain soir, c'est la collecte nationale des Restos du Cœur. Une collecte particulièrement importante cette année, car la dernière campagne avait montré une hausse de 10% des bénéficiaires à cause, bien sûr, du Covid. Reportage de Justine Agar et Émeric Dantreuil dans un supermarché du 12e arrondissement de Paris. Bonjour, on fait une collecte nationale pour les Restaurants du Cœur. Entre les caddies, les cartons et les sacs qui s'empilent, les bénévoles en gilet rose n'arrêtent pas depuis ce matin. Il y en a pas mal, hein, franchement, et là, ils donnent encore et on n'est que le matin et ça continue toute la journée, donc il y aura beaucoup de dons, je pense. Pour Noémie, étudiante de 18 ans et bénévole, ces dons ne sont vraiment pas de trop. Il y a besoin de solidarité en ce moment et tout le temps, mais en ce moment encore plus parce que c'est encore plus difficile pour tout le monde, donc je suis très contente de voir que les gens donnent avec plaisir. Des boîtes de conserve, des paquets de pâtes ou encore du savon, Annie Warda donne tous les ans au Resto du Cœur et encore plus cette année. Il faut s'entraider en ce moment, c'est tellement dur pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour tout le monde. Et vraiment, je soutiens les petits jeunes, les étudiants qui n'y arrivent pas et que je les vois en train de fouiller dans les poubelles. C'est horrible ce qui nous arrive en ce moment. Les jeunes qui sont bien plus nombreux à se tourner vers les Restos du Cœur, comme l'explique Patrice Douret, le président. Cette année, on a vu effectivement plus que d'habitude, beaucoup de jeunes, 50% des personnes accueillies sont des moins de 25 ans. Ça, c'est révoltant, c'est quelque chose qui nous inquiète. Il ne s'agit pas demain d'avoir leurs enfants dans nos centres d'activité. Objectif du week-end, récolter assez de dons pour tenir tout l'été.